Bon, bienvenue à tous sur ce nouveau jeudi de la SPLF qui concerne cette fois-ci, sur invitation de deux groupes de travail, la ventilation non invasive au long cours dans la BPCO. Et pourquoi un nouveau jeudi de la SPLF? Parce que vous allez voir qu'il y a enfin des conclusions depuis l'été 2014. Moi, je suis le docteur Jésus González Belmejo, je suis responsable d'unité d'appareillage respiratoire à la Pitié-Salpêtrière. J'ai monté en 2003 l'unité d'appareillage respiratoire de domicile à Paris, qui est maintenant sous la responsabilité de Capucine Morillo, et j'ai pris tout récemment la responsabilité de l'ouverture d'un centre de soins de suite et réhabilitation à la Pitié-Salpêtrière, où nous faisons beaucoup de patients BPCO, et notamment en ventilation mécanique, donc nous sommes en plein dans l'actualité. Je tiens à remercier Nicolas Roche qui, pour le groupe BPCO de la SPLF, a lancé cette idée en collaboration avec le groupe GAV que je dirige, et il nous a proposé ce sujet l'année dernière. Et merci à Claudio Rabec avec qui je partage très souvent des diapositives, et il a fait un très bel historique sur l'histoire de la VNI qui va nous être très importante, dont je vais vous parler pendant ce diaporama. Avant de commencer et on parlait des groupes de travail, je tiens à vous signaler qu'il y a un nouveau site de la SPLF qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus joli aussi, vous allez le voir, et nous avons beaucoup insisté au niveau des groupes de travail à la SPLF pour que vous ayez une formation continue et que vous suiviez votre formation. Et notamment pour les problèmes ventilatoires, vous avez sur le site de la SPLF un onglet qui est groupe de travail. Si vous cliquez dessus, vous allez voir tous les groupes de travail, et notamment je vous conseille d'aller sur le groupe de travail assistance ventilatoire, car sur ce groupe de travail vous avez une page formation, et si vous cliquez sur formation, vous allez arriver sur des supports de cours, d'accord, mais surtout sur un portfolio que vous voyez en bas de la page, un portfolio qui vous permet d'être, en le téléchargeant, il sera bientôt disponible online et vous aurez dans votre propre espace votre portfolio qui sera suivi, mais actuellement c'est un Word que vous téléchargez, et ainsi vous pourrez suivre où vous en êtes sur sur les cours de ventilation de domicile. Vous pourrez valider des modules en ayant assisté à un cours, en ayant lu, en ayant pratiqué vous-même, et ceci dans un esprit de formation continue. Et ça vous permet de voir où vous en êtes dans la ventilation au long cours. Donc n'hésitez pas à télécharger ce document, remplissez-le, il sera bientôt disponible online sur la page du groupe. Je reviens à notre sujet du jour qui est la ventilation au long cours du BPCO. Je vais commencer avec trois sujets assez larges et montrer comment la BPCO a pris sa place ou ne l'a jamais prise dans cette circonstance. Tout d'abord, je vais revenir à l'indication principale de la ventilation non invasive au long cours, qui est l'hypoventilation. Ensuite, je vais discuter de ces mécanismes d'hypoventilation et justement comment la BPCO peut être concernée, où vous allez voir qu'il y a certains arguments pour penser la BPCO peut être concernée par la ventilation au long cours. On reviendra sur comment marche la ventilation et quelle démarche diagnostique il faut avoir devant une hypoventilation alvéolaire. Enfin, je vais revenir à l'historique de la VNI et de ses indications, et c'est très intéressant de voir que depuis quasiment 20 ans, la BPCO a été exclue des indications de la ventilation au long cours. Et enfin, comment finalement, alors que c'est logique, ce n'est pas recommandé dans la BPCO, jusqu'à cette année, où enfin, en 2014, été 2014, il s'est passé beaucoup de choses, et je pense qu'on a des conclusions définitives, d'où ce jeudi de la SPLF. Si on commence par l'hypoventilation, pourquoi j'insiste sur ce point? Eh bien, parce que physiopathologiquement, il faut être basique. La respiration, disons l'organe poumon, c'est trois éléments. Un, sur la partie droite de la diapositive, le tissu pulmonaire, qui intéresse 90% de notre activité et concentre la majorité des pathologies à ce niveau-là, et les pneumologues s'intéressent principalement à ça. À l'extrême gauche, pour emmener de l'air dans le poumon, il faut de la tuyauterie. Ça nous intéresse beaucoup, nous sommes très concernés, notamment par les pathologies du sommeil. Mais aujourd'hui, encore une fois, je voudrais rester simple
et dire que tout ceci ne marcherait pas s'il n'y avait pas de pompe, la pompe étant le diaphragme et la cage thoracique, et c'est cet effet pompe qui va être très important et souvent défaillant dans les maladies qui nécessiteront une autre pompe, qui est le ventilateur, une pompe externe, et donc pour des malades qui hypoventileront. La ventilation au long cours, mais même en aigu, elle part sur deux principes simples. Le ventilateur est une pompe externe qui remplace ou aide la pompe interne, qui est le diaphragme, dans la cage thoracique. Et le deuxième principe simple, c'est que les différentes maladies respiratoires nécessitant un ventilateur seront des maladies qui entraînent une hypoventilation. Ça peut vous sembler simpliste, mais quand on ouvre une machine et qu'on voit ce qu'est un ventilateur, eh bien un ventilateur, c'est une pompe. J'ai évidemment ouvert un vieil éole car celui-ci c'était un soufflet, même si ce n'est plus le cas, mais on voyait bien que c'était un soufflet qui permettait de ventiler. Maintenant tous les ventilateurs sont avec des turbines, mais le principe reste le même. Et encore une fois, ça peut vous sembler simpliste, mais après des discussions acharnées par différents experts au niveau de la Haute Autorité de Santé pour savoir quand est-ce que la ventilation non invasive au long cours allait être remboursée, après avoir fait des listes et des listes de maladies pour essayer de savoir lesquelles allaient être remboursées, pas remboursées, patati patata, et bien finalement ils en sont revenus à quelque chose de très simple en disant que la ventilation mécanique est indiquée chez des patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique avec hypoventilation alvéolaire. Et ils ont bien noté qu'il était impossible de citer toutes les maladies responsables d'hypoventilation alvéolaire, mais finalement, tout se simplifie et l'indication de la ventilation non invasive au long cours, ça va être toute maladie qui donne une hypoventilation et donc de l'hypercapnie. Donc voilà cette base extrêmement simple, mais à mon avis non simpliste, parce elle repose vraiment sur la physiopathologie, mais voilà cette base simple posée. Attaquons maintenant justement quels sont les mécanismes de l'hypoventilation et comment la BPCO va pouvoir concerner, et j'insisterai pour que vous soyez convaincus que la BPCO peut avoir un intérêt à être ventilée au long cours. Tout d'abord, comment marche le diaphragme? C'est très important de comprendre comment marche ce muscle respiratoire que vous voyez ici en film, un muscle très particulier qui est un muscle automatique, programmé pour fonctionner jour et nuit, toute la vie, sans interruption. C'est très important de comprendre cela parce que malheureusement, il y aura des moments qui mettront en défaillance cet organe et c'est là où interviendra la ventilation mécanique. Le deuxième principe, le deuxième mécanisme d'action du diaphragme qu'il faut connaître pour comprendre l'intérêt de la ventilation et l'intérêt du diagnostic de l'hypoventilation, c'est comment marche le diaphragme. Le diaphragme est un muscle automatique qui va marcher tout le long de la vie, mais on n'a pas besoin d'y penser. Le diaphragme a une action entraînée par le nerf phrénique qui part des racines C3, C4, mais qui reçoit un signal électrique en permanence, sans interruption, au niveau du tronc cérébral dans l'aire de Bötzinger. Il y a un petit circuit électrique qui tourne en permanence, qui est influencé par le pH, l'acidité du sang, l'oxygénation, le carbone, des afférences qui viennent du thorax, mais on n'a pas besoin d'y penser, c'est automatique. Par contre, on a l'avantage avec ce muscle, c'est qu'on peut supplanter ce contrôle automatique, par exemple ce qu'on ne peut pas faire avec le cœur. Le cœur aussi est automatique, mais on ne peut pas le supplanter. Là, on peut le supplanter avec notre cerveau pour faire ce que je suis en train de faire là, par exemple, c'est-à-dire parler, mais pour faire des EFR, pour aller sous l'eau, pour s'arrêter de respirer, on peut contrôler notre diaphragme. Enfin, troisième chose pour comprendre l'intérêt de la ventilation mécanique, on ne peut pas vivre sans respirer. Et donc, dès qu'il va y avoir un dysfonctionnement du diaphragme, ou dès que le diaphragme va être dépassé, eh bien, d'autres systèmes musculaires vont aider la pompe principale, et ce sont ce qu'on appelle les muscles respiratoires accessoires. Mais, chose importante à connaître, ces muscles respiratoires accessoires qui sont des muscles triés qui marchent fort, qui peuvent permettre à un patient sans diaphragme de ventiler quelques heures. C'est comme ça, par exemple, qu'un accidenté de la route qui est bloqué du point de vue diaphragmatique va pouvoir attendre les secours et respirer avec les muscles accessoires pendant quelques heures. Ce sont le trapèze, l'escalène, les sternocleidomastoïdiens et
les intercostaux, qui ne sont pas montrés sur cette image, eh bien, ces muscles ont un défaut, ils sont fatigables, ils ne sont pas automatiques, et notamment la nuit, ils dorment, notamment en sommeil paradoxal. Et donc c'est très important de connaître tout ça pour comprendre l'intérêt de la ventilation non invasive, qui va être une pompe externe, une troisième pompe externe, l'intérêt de la ventilation qui va se mettre la nuit, parce qu'on va reposer les muscles respiratoires accessoires qui tournent toute la journée, et c'est pour ça que les malades se sentiront mieux le jour alors qu'on les ventile la nuit, et ça permet d'expliquer pourquoi on en a surtout besoin la ventilation la nuit, effectivement, puisque les muscles accessoires s'arrêtent et que la pompe interne défaillante, le diaphragme, se retrouve toute seule. Donc voilà des principes posés pour comment marche la ventilation et pour comprendre pourquoi je vais avoir intérêt à mettre une ventilation non invasive la nuit. Troisième point, troisième base avant d'attaquer vraiment la BPCO, c'est une fois que vous avez une hypoventilation, je vous propose cette petite démarche diagnostique qui est celle qu'on enseigne à nos étudiants dans le service, mais pour ne rien oublier, moi je vous propose de partir du cerveau jusqu'à la voie aérienne pour trouver la cause d'hypoventilation. Si un malade hypoventile, ça peut être parce qu'il a un trouble de la commande automatique du tronc cérébral. Quelques exemples, la maladie de Ondine, qui est une hypoventilation congénitale acquise, mais certains patients obèses ont un des troubles de la commande, mais aussi des médicaments sédatifs, morphiniques, en traitement contre la douleur. Vous avez aussi des tumeurs du tronc cérébral, des accidents vasculaires du tronc cérébral. Mais voilà, dans le contexte, n'oublions pas par exemple des médicaments sédatifs qui pourraient jouer chez notre patient BPCO. Si on descend des troubles de la moelle épinière au niveau de la racine C3, C4, C5, un accident de la route avec une blessure médulaire, on peut avoir aussi des maladies inflammatoires inconnues de la moelle, du motoneurone, par exemple la SLA, la myotrophie spinale, la polio, ça donne des atteintes au niveau de la racine. Et j'aurai une hypoventilation car le diaphragme ne marchera pas parce que le motoneurone est atteint. Le nerf phrénique peut être atteint par une chirurgie thoracique par exemple, une neuropathie. La jonction neuromusculaire peut être atteinte par une myasthénie. Le muscle peut être atteint par une myopathie, par une myotonie, par une myosite. Tiens, je dis myopathie, on sait que les patients BPCO peuvent avoir une atteinte myopathique des membres, des 4 membres, possiblement aussi du diaphragme. Mais si tout le circuit, et notamment le diaphragme, marche bien, peut-être que le corps de la pompe est complètement détérioré, et ça, on peut voir ça avec les déformations thoraciques et les pathologies de parois, scyphoscoliose par exemple. Enfin, on peut avoir une hypoventilation parce que la pompe marche bien, mais ça envoie de l'air dans du trou, dans du vide, dans de l'emphysème, et ça bien évidemment ça va être un des mécanismes les plus importants de l'hypoventilation dans la BPCO. Mais n'oubliez pas qu'une atteinte des voies aériennes supérieures, seule ou associée à un des autres mécanismes que je viens de citer, peut aussi donner une hypoventilation. C'est très important de bien repérer où est la cause et quelle est la cause de l'hypoventilation, et notamment de voir s'il n'y a pas plusieurs mécanismes qui d'ailleurs pourraient être traités pour certains, avant d'engager par exemple une ventilation non invasive nécessaire. Une petite particularité, c'est l'obésité, parce que l'obésité va avoir plusieurs mécanismes en même temps, pathologie de la paroi avec des dépôts graisseux, pathologie du diaphragme qui peut être très déformé par des dépôts graisseux, et surtout pathologie de la voie aérienne supérieure. Mais chez le patient obèse, il peut y avoir des atteintes centrales, et il peut y avoir des atteintes de la ventilation avec diminution du VRE, atélectasie des bases. Donc le patient obèse est très particulier car il rassemble à lui tout seul toutes les causes possibles d'hypoventilation. Nous avons fait le tour rapide de l'indication principale de la ventilation au long cours qui est l'hypoventilation, des mécanismes qui peuvent arriver à l'hypoventilation, et vous avez vu que la BPCO peut être concernée. Et donc maintenant, faisons un rapide historique de la VNI, qui va être intéressant de voir pourquoi la BPCO a été exclue. Si on commence l'historique de la VNI et de ses indications, ça commence, on pourrait appeler ça la préhistoire. En 1876, Voyez développe ce qu'il appelait un spirophore.
C'était un poumon à pression négative, qui était le malade rentrait dedans et ça faisait de la dépression. Comme les poumons à pression négative qu'on va voir apparaître dans les années 1920, avec le premier poumon d'acier qui commence à traiter un enfant de 8 ans atteint de polio en 1920, et puis le barospirator en 1926, et enfin les premiers poumons d'acier faits par Emerson en 1931. On voit ici, par exemple, en plusieurs photos, il en existe encore. Je sais, par exemple, que Daniel Rodenstein en avait un que beaucoup de mes collègues ont essayé et ils ont bien rigolé. Mais il y a encore quelques malades qui sont en poumons d'acier. Ça, c'était pendant l'épidémie de polio l'épidémie de polio, pendant les années 1950, où effectivement énormément de malades étaient sous ventilation. Et enfin, ce qui nous concerne le plus, apparaît les poumons à pression positive. On remonte un petit peu le temps. En 1907, Draeger fait le premier appareil à pression pré-réglée. J'ai voulu mettre cette diapositive qui est très importante parce qu'en 1936, des chercheurs publient dans le Lancet qu'ils ont détourné la turbine d'un aspirateur. Ils disent même en plus que c'est un Electrolux ou un Hoover, et qu'en retournant la turbine, ils pouvaient en faire une PPC. Ces premières ventilations en pression positive sont utilisées dans les années 58 par ce qu'on appellera les relaxateurs de pression, qui en fait sont des ventilateurs, mais ce n'est pas utilisé encore pour ventiler. 1960 apparaît le premier ventilateur à pression de réanimation, et voilà la diapositive à laquelle je voulais venir, qui est majeure. C'est en 1981 que sont publiés quasiment de manière concomitante 2 papiers, un dans Tanneurology et puis une agressologie par l'équipe de Rideau et de John Bach qui était à l'époque en France, et Sullivan en Australie qui publie aussi dans The Lancet puis après dans l'American Review. Ils essayent la pression positive en ventilation non invasive chez des patients atteints de myopathie de Duchenne, et ils montrent que les patients survivent avec une ventilation non invasive. Avant, les malades étaient traités soit par poumon d'acier, soit par trachéotomie. Et c'est ce que je veux vous montrer ici. Dans la myopathie de Duchenne, on voit qu'il y a les premiers essais qui font survivre les malades dès les années 83. Les papiers dans le Duchenne sera dans les années 83, correspondant au papier qu'on vient de voir en 1981, par les 2 équipes, Rideau et Sullivan. Il faudra attendre une dizaine d'années pour montrer que ça améliore franchement la qualité de vie aussi, et c'est depuis les années 93 que tous les neurologues ont consensuellement accepté que c'était intéressant. Chose intéressante, si on regarde la SLA, c'est exactement la même histoire. En 95, on démontre que ça fait survivre les malades. En 2003, on démontre que ça améliore la qualité de vie, et c'est là que les neurologues ont commencé à être intéressés, quand même quasiment 10 ans plus tard. Mais il y a un consensus et un haut niveau de preuve. Eh bien, la BPCO, si on regarde, c'est complètement différent. En 1991, vous allez voir pourquoi, des premiers essais de VNI au long cours, tous négatifs, un grand trou pendant quasiment 20 ans. En 2009, des papiers qui sortent, ah oui, on améliore la survie, mais on dégrade la qualité de vie, et c'est le sujet du jour. Il faut attendre l'été 2014 pour montrer que c'est intéressant et que ça améliore la survie et la qualité de vie. Donc nous y allons. Quid de la VNI chronique dans la BPCO, alors que ça fait déjà 20 ans qu'on ventile des neuromusculaires, il y a des bases physiopathologiques pour penser que c'est utile. Pourquoi dans la BPCO, qui va être la 3e maladie mondiale qui va causer de la mortalité et de la morbidité dans le monde dans les quelques années qui viennent, pourquoi on a mis autant de temps? Tout a commencé en fait sur les premiers essais chez les malades en réanimation. Un patient en BPCO en décompensation aiguë hypercapnique, il va avoir une diminution de la commande souvent parce qu'il est en encéphalopathie hypercapnique. Il va avoir une augmentation de la PEP intrinsèque parce qu'il est très distendu et très obstrué. Et en plus, il va avoir un épuisement des muscles respiratoires aigus. Si on regarde les effets de la VNI dans la BPCO, ça va aider le muscle respiratoire accessoire qui sont en défaillance, ça corrige la réponse centrale au CO2, et par l'effet PEP,
ça va diminuer le volume téléexpiratoire et l'hyperinflation, et ça diminue la résistance des voies aériennes. Donc tout a l'intérêt, en théorie, comme je vous le disais dès le début. Et il suffit de voir un malade, comme on le voit ici, qui utilise ses muscles du cou de manière intensive pour se rendre compte à l'évidence que une troisième pompe respiratoire va l'aider. Ce patient est presque un patient neuromusculaire aigu, je dirais. Eh bien, c'est sur cette très forte physiopathologie facile, sur la ventilation qui était maintenant essayée depuis une dizaine d'années sur les neuromusculaires, que des réanimateurs ont commencé à essayer cela chez la BPCO en aigu, et ça a fait des publications de Laurent Brochard, de Bott, de Kramer, de Selikel et de Plante dans des revues de très haut niveau avec des essais randomisés qui ont montré un gain de survie, moins d'intubation, et ça a été vraiment la révolution dans les années 90. On s'est tous mis à faire de la ventilation non invasive dans la BPCO. En aigu. Sur cette lancée, et sachant qu'il y avait de nombreux malades atteints de BPCO au stade 4 qui sont hypercapniques, et sachant que ces malades hypercapniques ont une survie, un décès de 30 à 40% des malades qui décèdent dans les 2 ans quand ils sont hypercapniques, et qu'on avait les appareils, on a dit, essayons la VNI au long cours. Et bien les essais, ils datent effectivement de la même période, des années 90. Strumpf, McCann-Jones, Gay, Lin, plein de petites études, souvent avec des groupes parallèles, des crossovers, des petits groupes, que Antoine Cuvelier nous avait repris dans la revue des maladies respiratoires pour les résumer. Et bien de 1991 à 2000, rien. Pas de résultats intéressants, on améliore un peu les gaz du sang, le sommeil, mais pas d'intérêt majeur, notamment sur la survie, et surtout, ce graphique très intéressant qu'avait fait Antoine Cuvelier dans la revue des maladies respiratoires, on voit surtout que les malades arrêtent, à part l'étude de McCann-Jones, mais je crois qu'il n'y avait que quelques malades, les malades ne continuent pas la ventilation. Donc pas de preuve, un traitement qui n'est pas suivi, et au contraire les malades, ça les embête. Donc, résultat négatif de la ventilation au long cours alors qu'il y a de si beaux résultats dans le même temps en aigu. En fait, je crois que trop rapidement, les gens se sont précipités sur la VNI, ils ne sont pas revenus à la première question qui était celle que j'ai lancée au début du diaporama pour expliquer l'intérêt de la ventilation, c'est quel est en fait le mécanisme de l'hypoventilation chronique dans la BPCO. C'est ça la question principale. Eh bien en fait, il faut attendre 2004 pour avoir des analyses du sommeil de la BPCO, pour comprendre autre chose que ce qui se passe de manière diurne, c'est déjà connu par les physiologies dans la BPCO. Des polysomnographies chez des patients atteints de BPCO, faites par McEvoy, qui est un des ceux qui va promouvoir la ventilation dans le long cours dans la BPCO. Eh bien, il note quoi? Il voit que les malades BPCO la nuit, ils diminuent leur ventilation de 25%. Ils augmentent la résistance des voies aériennes supérieures. C'est peu connu. Et il voit que il n'y a pas de diminution de la fréquence respi, donc il n'y a pas beaucoup d'atteinte centrale, il n'y a pas beaucoup de distension, il n'y a pas de diminution de la force du diaphragme, il n'y a pas de changement de mouvement de la cage thoracique comme on pourrait l'imaginer avec des hoovers intermittents par exemple. Donc c'est très intéressant, parce que le mécanisme principal c'est diminution du volume courant et augmentation de la résistance. Quand même une excellente indication de la ventilation au long cours. On le voit ici sur les graphiques. À gauche, Becker, sur un papier de 99, montre bien chez les BPCO, en réveil, en sommeil non paradoxal et en sommeil paradoxal, que la ventilation diminue dans toutes les maladies qui nécessitent qui ont de la ventilation au long cours, insuffisance respiratoire chronique, mais particulièrement en haut dans la BPCO. Et à droite, O'Donoghue et McEvoy, qui démontrent en 2003 que en sommeil paradoxal, les flèches rouges, le malade hypoventile énormément. Et comme je vous l'ai dit, sur des baisses de volume. Donc l'hypoventilation chronique et nocturne dans la BPCO est due à une diminution de la ventilation et une augmentation des résistances principalement. Donc il y a un vrai intérêt à avoir de la VNI. C'est pour cela qu'après cette période de disettes et de petites études négatives, arrivent des études randomisées, contrôlées. La première, une équipe espagnole, Casanova, qui est publiée en Chest en 2000, une première étude négative malheureusement.
Je vous demanderai de regarder le petit tableau parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi il y avait des études négatives. Regardez le petit tableau. Premièrement, peu de malades, 19 et 22 dans chaque groupe. Deuxièmement, ils étaient tous hypercapniques, 53-51, mais pas tant que ça. Troisième colonne, ils avaient quasiment pas d'aide inspiratoire. Les malades n'étaient quasiment pas ventilés, 8 d'aides. Pas beaucoup de PEP pour lutter contre la distension. Il n'y avait pas de données sur la fréquence respiratoire. Et résultat, les malades, pas d'amélioration de la survie, ni dans un groupe, ni dans l'autre. Notez que 80% des malades étaient vivants à 12 mois. On va comparer ça. Il faut dire que l'étude de Casanova, il l'avait annoncé dans les méthodes, n'était pas suffisamment puissante pour montrer une différence de survie. Clini, 2 ans plus tard, grosse étude randomisée aussi, 43 malades, 43 malades. Là, ça y est, on commence à être sur des grosses études randomisées. Mais pareil, pas de différence de survie. Là aussi, l'étude n'était pas faite pour ça. Mais, notez encore, maladie hypercapnique, un tout petit peu plus hypercapnique, mais quasiment pas ventilée, 8 d'aides, quasiment pas de PEP. Dans la BPCO, on sait que pourtant la PEP est intéressante pour lutter contre la distension. Et, vous l'avez vu quelques années plus tard, on démontrera qu'il y a des obstructions des voies aériennes supérieures, donc avec 2 de PEP, on ne peut pas lutter. Pas de différence de survie à 12 mois, et une survie qui est équivalente. Donc c'est intéressant, ces mêmes malades, à peu près le même taux de survie. Je voudrais que vous notiez aussi, chose intéressante, que comment était surveillée la qualité de la ventilation de ces malades. Eh bien, quasiment rien. Juste, on regardait juste s'ils mesuraient, s'ils faisaient la ventilation en heures, et c'est tout. Donc, étude négative, 2002. On avance, 2004. Qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, 2004, on se retrouve avec toutes les études négatives de petite durée qui avaient été faites dans les années 90. L'étude de Casanova, l'étude de Clini négative, et regardez encore avec ce schéma fait par Antoine Cuvelier que les malades abandonnent la ventilation. Donc c'est la case, c'est les colonnes noires foncées. On voit les malades qui gardent l'appareillage, c'est peu. Eh bien c'est pour ça que dans les années 2004-2005, la Société de pneumologie de langue française, le Gold, toutes les sociétés savantes disent que l'indication de la VNI à domicile ne peut pas être recommandée comme traitement de routine chez les patients BPCO, que dans un sous-groupe de malades, on a l'impression que ça marche, mais que c'est mal toléré, qu'il y a une amélioration clinique marginale, qu'il existe possiblement un sous-groupe de malades, mais que pour l'instant, on ne sait pas dire lesquels, et donc on ne recommande pas la VNI au long cours, alors que ça marche si bien en aigu. Et bien pourtant, quand on regarde les chiffres français, mais les chiffres mondiaux aussi, la BPCO reste, sur l'Observatoire de l'Antadir, avec les derniers résultats, l'indication numéro 1 de la ventilation au long cours en France. Et non seulement on pourrait se dire c'est parce qu'il y a plus de malades, s'il n'y a pas que ça comme données, on voit que sur le graphique du bas, que de 2004 à 2012, l'indication de la VNI a été croissante en proportion aussi chez les malades BPCO. Donc, résultat contradictoire, où tout le monde dans le monde ventile ses malades hypercapniques au long cours et aucune étude qui démontre que c'est intéressant. On arrive à la dernière partie et l'actualité c'est celle-là et vous allez voir qu'on va retomber sur nos pattes comme des chats après toutes ces années. C'est pourquoi on va réussir à démontrer que c'est utile chez les BPCO et lesquels. Ça commence en 2009. McEvoy, qui avait publié en 2004, vous l'avez vu, les résultats sur la physiopathologie, qui démontre que ça va être très intéressant de ventiler ces malades puisqu'ils hypoventilent la nuit. Il fait une étude. Ah là, ça y est, on commence à être à des hauts niveaux. Regardez le tableau. 45 malades d'un côté, 54 de l'autre. Étude faite pour démontrer qu'il y avait une amélioration de la survie. Il table sur une survie à 2 ans à 40% de mortalité chez ces BPCO. Regardez que la survie à 12 mois, c'est bien les mêmes malades qu'on avait avant. 80% de survie à 12 mois. Donc on est à peu près pareil. Eh bien, il démontre que chez les malades qui reçoivent de la VNI, avec une aide, là encore, regardez, très faible, mais un peu plus de PEP, une surveillance de la VNI toujours aussi médiocre, on regarde juste si le malade fait la VNI, eh bien il démontre quand même, à 1 an et à 2 ans, une amélioration de la survie de ces malades ventilés au long cours. Malheureusement, il démontre aussi une
dégradation de la qualité de vie de ces malades qui, dans la majorité, qui supportent pas la ventilation et qui arrêtent beaucoup, quasiment 40% des malades abandonnent la ventilation. Donc, résultat mitigé en 2009. Et arrive, dans les années 2010, tout récemment, 2 pavés dans la mare. Un premier, qui est que nous avons lancé avec notre groupe Somno-VNI à la Société de pneumologie langue française, qui est, tout le monde fait de la VNI nocturne, mais personne ne surveille la qualité de la VNI. Or, nous montrons dans la SLA en 2011 que cela est majeur, car par exemple dans la SLA, les malades mal ventilés la nuit meurent plus vite que les malades bien ventilés, et ceci nous permettra de publier dans Thorax une série où nous montrons que c'est très important de surveiller la qualité de la ventilation. Or, vous avez vu que sur toutes les études présentées, à aucun moment, on sait si les malades faisaient bien ou mal la ventilation. On sait juste qu'ils la faisaient en heure. Deuxième pavé dans la mare, lancé par l'équipe de Windisch, Dreher, Storr en Allemagne. Quand on regarde les résultats, personne n'a vraiment ventilé ces malades. En fait, l'aide inspiratoire est à chaque fois, vous l'avez vu, très faible. Et eux, ils disent, si on veut ventiler quelqu'un pour de l'hypoventilation, il faut mettre des pressions inspiratoires très fortes. Et c'est ce qu'ils vont appeler la ventilation à haute intensité. Ça, c'était le premier pavé dans la mare que nous avons lancé avec notre groupe Somno-VNI et avec 4 articles qui ont été traduits dans la revue des maladies respiratoires et qui sont en téléchargement gratuit sur la SPLF, où on explique et on montre que c'est très intéressant de surveiller la qualité de la ventilation et comment on doit le faire. Dan Adler, un élève de Jean-Paul Janssens en Suisse, qui fait partie du groupe Somno-VNI, il le met en application intelligemment. Il surveille des patients BPCO en polysonographie et il montre que quand il corrige les événements nocturnes, eh bien les malades ont moins de symptômes, moins de désynchronisation et ils dorment mieux. Publié en 2011. Premier pavé dans la mare. Deuxième pavé dans la mare, les Allemands, comme je vous le disais, qui en 2010 publient cet article dans Thorax qui montre que quand on ventile les malades avec 25 d'aides inspiratoires, et 4 de PEP, c'est-à-dire que vous montez quasiment à 30 de pression inspiratoire, et avec une haute fréquence, 17, ce qui va complètement à l'encontre de la ventilation que nous faisons à ces patients BPCO en réanimation, basse fréquence ou pas du tout de fréquence de sécurité et petit IPAP pour pas les distendre, eh bien eux, ils montrent qu'on a un bien meilleur contrôle, vous le voyez sur la graphique en jaune, de la PCO2, et ils disent que c'est intéressant. Bien évidemment, cette étude est décriée, tout le monde crie au loup en disant attention, mais on ne ventile pas comme ça les BPCO, en réanimation on les ventile avec des plus petits volumes, il y a plein de fuites, les malades vont mal dormir. Eh bien, je ne les ai pas reprises ici, mais sachez qu'ils, très sérieusement et de manière très efficace, ils reprennent tous ces arguments. Ils montrent que, certes, il y a un peu plus de fuites, mais il y a une meilleure ventilation. Ils montreront avec des papiers sur le sommeil que les malades sont tout aussi bien ventilés. Donc ils commencent à convaincre la communauté pneumologique qu'il faut ventiler ces malades un peu plus qu'on les a ventilés auparavant. Et arrivent effectivement cet été 2 études quasiment en même temps à 15 jours d'intervalle. L'étude de la même équipe, publiée par Colline et Storr en dernier auteur dans Lancet Neurologie, qui montre en ventilant ces malades, regardez le tableau, beaucoup plus que cela n'a été fait, en ventilant des malades qui étaient franchement hypercapniques, mais surtout en améliorant la PCO2 des malades ventilés. Ils disent dans l'article qu'il faut obtenir une amélioration d'au moins 20%. Avec 17 d'aides et 5 de PEP, vous notez qu'on n'est plus à 30 d'IPAP, mais plutôt à 22, parce qu'effectivement c'était une étude multicentrique en Allemagne. Ils étaient recommandés de les hyperventiler avec 16 de fréquence, mais aucune équipe n'est montée aux 30 d'IPAP qu'on avait tout à l'heure. Donc 17 d'aides, 5 de PEP, c'est-à-dire 22 d'IPAP. Malheureusement, on ne surveille toujours pas la qualité de la ventilation. Regardez la survie à 12 mois, qui était à peu près de l'ordre de comparaison avec les autres populations. Une survie à 12 mois un peu plus faible dans le groupe sans ventilation parce qu'ils sont quand même plus graves. Et bien là, on démontre une amélioration de la survie très nette à 12 mois. En plus, associé à une amélioration de la qualité de vie et les malades qui font leur ventilation. Donc la clé
de cet article, et c'était probablement ça les malades que nous cherchions, c'est que il faut ventiler au long cours les malades qui sont très hypercapniques avec une PCO2 supérieure à 55. Et surtout, je l'ai dit dans la phrase d'avant, il faut les ventiler. Si on ventile les patients qui sont en hypoventilation, il faut réduire leur hypoventilation. Et quand on cherche à réduire l'hypoventilation avec des IPAP importantes et une fréquence respiratoire élevée, on a un effet sur la survie. 15 jours avant, avait été publiée cette étude de Struck qui était négative, et pourtant, avec une aide inspiratoire qui n'est peut-être pas aussi élevée, mais quand même assez élevée, et une fréquence respiratoire importante, qui essaie randomisée avec beaucoup de malades aussi, très hypercapniques comme l'étude de Colline, qui est négative. Mais quelle était la différence dans cette étude? C'est que Struck avait ventilé les malades immédiatement en post-exacerbation, en sortant d'un épisode aigu. Et pourquoi leur étude a été négative? Eh bien parce que regardez la colonne des malades sans VNI et regardez l'évolution de la PCO2, la majorité des malades qui sortent de réanimation hypercapnique, évoluent spontanément et redeviennent normocapniques tout seuls. Et donc évidemment, il n'a pas eu de résultat significatif. Mais cette étude donne un message très important. Oui, il faut ventiler maintenant des patients BPCO qui ont plus de 55 mm de mercure en chronique. Oui, il faut les ventiler avec une haute intensité, avec de l'aide inspiratoire suffisante et une haute fréquence. Mais non, il ne faut pas le faire juste en sortant de réanimation. En tout cas, il faut le réévaluer éventuellement, arrêter la VNI. Autre résultat intéressant que nous avons publié, mené par Jean-Christian Borel de Grenoble, auquel nous avons participé. Nous avons regardé, puisque je vous disais qu'il y avait tous ces malades nombreux ventilés au long cours BPCO, on a regardé sur une base de données qui s'appelle RIO, qui est maintenant terminée, quels étaient les résultats. Eh bien, on a montré quand même qu'il y avait des différences de survie très importantes, et notamment regardez le graphique de gauche sur la compliance. Quand les malades font entre 5 et 7 heures de ventilation, la survie est meilleure, et quand ils ne faisaient pas leur ventilation, la survie est moins bonne, et quand ils faisaient trop la ventilation, ce n'est pas que la ventilation entraîne le décès, mais que c'était vraiment des malades très graves. Donc vous voyez que l'observance chez ces malades BPCO est très importante, ce qui me permettra d'insister sur la surveillance. Avant de finir, et en ayant montré les résultats maintenant quasi définitifs et très forts sur la survie de cet été, je voudrais revenir sur les autres éléments qui font qu'on mette la ventilation au long cours dans la VNI. J'entends depuis toujours qu'on dit « Ah, il faut mettre de la VNI au long cours chez les malades qui font beaucoup d'exacerbations et qui sont hospitalisés fréquemment. » D'ailleurs, ça s'est repris par la Haute Autorité de Santé. Je ne sais pas d'où sortent ces résultats, car quand on regarde tous les résultats, les études de VNI au long cours, aucune des études ne montre une diminution des exacerbations, aucune des études ne montre une diminution des admissions. Sur l'amélioration de la dyspnée, c'est pas sûr du tout, il y a des études négatives, d'autres positives. Et sur la qualité de vie, sur des études bien faites, autant d'études négatives que positives. On va considérer globalement que la dernière qui est bien faite est plutôt positive, celle de Colline. Mais en tout cas, sur les exacerbations et les admissions, il n'y a à ce jour pas d'argument pour dire que la VNI diminue les choses. Et c'est pour ça, avec mes amis, et les gens qui pensent comme nous, et notamment Jean-Paul Janssens, avec qui on travaille très souvent, je lui ai piqué sa diapositive parce que je n'aurais pas écrit autre chose. Sur un topo qu'il a fait récemment sur la ventilation au cours de la BPCO, il conclut. Après une longue attente, on peut raisonnablement accepter que, lors d'une insuffisance respiratoire hypercapnique sur BPCO en période stable, la VNI a un impact positif sur des cibles majeures, qualité de vie et survie. Pour autant, qu'on ait un impact significatif sur la capnie. Il faut ventiler ces malades. Par contre, si on ventile les malades au long cours, au décours d'une décompensation hypercapnique, le bénéfice est moindre, donc il faut attendre, ou si le malade a été ventilé, il ne faut pas hésiter à arrêter. Et le fait d'être ventilé entre 5 heures et 9 heures s'associe à un meilleur pronostic. Et c'est pour ça que, finalement, le graphique de l'histoire de la VNI dans les maladies se résume à ça maintenant. Dans Duchenne de Boulogne, c'est dans les années 80 qu'on a commencé à montrer que c'était évident et qu'on a commencé à l'utiliser. Dans la SLA, dans les années 90.
Eh bien la BPCO, ça commence aujourd'hui, ça commence en 2014. Heureusement, la Haute Autorité de Santé avait, avant même les résultats de Colagne et de Struik, anticipé ça et avait dit on ne peut pas refuser la ventilation au long cours de la BPCO parce que ça se fait. Et finalement, l'indication qu'ils avaient posée n'est pas si mauvaise que ça, puisqu'ils disent il faut ventiler les patients BPCO en hypoventilation et qui présentent des signes avec une PCO2 supérieure à 55 et toujours par contre cet argument qui traîne et qui ont des hospitalisations fréquentes pour exacerbations. Je n'ai jamais compris d'où ça sort, mais ça traîne encore. Je pense qu'on pourra le supprimer. Voilà comment on arrive à l'actualité de la ventilation de la BPCO. Et c'est pour ça que ce jeudi de la SPLF était important, puisqu'il y a une vraie actualité et que j'espère que maintenant on va tous se mettre à surveiller nos malades, qui est à mon avis le prochain challenge. Oui, il faut ventiler les malades BPCO au long cours, mais s'il vous plaît, surveillons ce qu'on fait et démontrons qu'il y a un intérêt à mieux les ventiler que mal les ventiler. Merci à tous et à bientôt.